Moi, je voulais vous demander ce qui vous avait conduit sur la voie de François Augiéras. Et mon travail, au fond, fait partie, on pourrait dire, d'une suite logique. Après l'éveil et l'exil, où je parlais d'Arthur Rimbaud, après Robert Walser, le promeneur ironique, il m'était apparu évident de m'intéresser à François Augiéras, d'autant que lui-même disait qu'il avait eu une trajectoire rimbaldienne. Oui, alors je me permets juste de vous interrompre parce que ce faisant, vous répondez déjà à une autre question que j'allais vous poser, à savoir s'il y avait effectivement une filiation pour vous entre ces trois hommes-là. Oui, il y a une filiation. La filiation, si vous voulez, c'est que je m'intéresse beaucoup à ce qu'on pourrait appeler comme ça des gens situés dans la marge, des errants et des vagabonds. Et ce qui m'a intéressé dans l'œuvre de François Augiéras, c'est que justement il me semblait que ce personnage qui très tôt, comme Rimbaud, avait quitté l'école, illustrait tout à fait comment il avait passé sa vie à trouver un lieu et à trouver une formule. Si on veut bien saisir quelle est la suite logique de cet homme, il faut revenir aux conditions de sa naissance, si vous me le permettez. Tout à fait. Voilà donc un homme qui naît le 15 juillet 1925 à Rochester, et là c'est très important le signifiant roche, d'un père qui s'appelait Pierre, et là aussi c'est très important le signifiant Pierre, d'un père qui donc est mort quelques mois avant sa naissance, d'une crise d'appendicite aiguë. Et il est donc né, et dès sa naissance, sa mère, comme il dit très bien, s'est détournée de lui, puisqu'il n'avait pas les yeux bleus, les yeux qu'avait son père, et lui il avait les yeux noirs. Donc c'est quelqu'un qui est rentré dans l'existence, comme il dit très bien, de façon très cruelle, un peu laissé en plan, à la fois par le décès de son père, mais surtout aussi le fait que sa mère s'est détournée de lui et ne s'est jamais, au fond, vraiment occupée de lui de façon assez, comme doit faire une mère d'un enfant, et à être surtout plongée dans une mélancolie assez importante, et on retrouvera tout au long de son existence se laisser en plan, se laisser tomber. Et ce qui m'intéressait dans son œuvre, c'est de voir quelle a été l'invention, ou qu'est-ce qu'il a créé pour essayer de se soutenir dans l'existence. C'est qui cet homme-là? Un inventeur, un créateur, un bricoleur, voire même peut-être un mystique? Eh bien écoutez, il peut être à la fois tout ça. Oui. Lui, il ne supportait pas du tout sa mère. Donc il partait très souvent chez son oncle. Et là, chez son oncle, il a eu dans l'idée d'inventer des avions. Peut-être un peu, pourrait-on y voir, là où il se sentait laissé en plan, tombé par terre, il avait dans l'idée qu'il fallait qu'il s'envole. Et donc il inventa des planeurs, mais c'est très drôle de lire ça, on lit ça dans son livre « Une adolescence au temps du maréchal ». Et là on s'aperçoit que, en fait, les planeurs n'ont jamais réussi à décoller. Mais un peu comme font souvent des enfants comme ça, auxquels on s'intéresse dans les institutions, des enfants psychotiques. Ils inventent des trucs. Et là un jour, il fait la rencontre décisive pour lui. Le planeur ne s'étant pas envolé, lui se couche dans l'herbe, et là, à travers l'herbe, il voit le ciel bleu. Et là, il a un frisson, une sorte d'événement de corps, et là, pour lui, c'est décisif. C'est la rencontre, la passion du ciel. À un autre moment, plus tard, dans son adolescence,
au moment de la paix du soir, dont parle Lacan dans le séminaire sur les psychoses, il va chercher de l'eau, et là, tout d'un coup, en allant chercher de l'eau, il entend, dans le bruit de la rivière, le murmure perpétuel. Il entend un murmure perpétuel, il entend, voilà, à travers l'eau, le son primordial de Dieu. Et là, c'est la seconde rencontre décisive pour lui, il se sent appelé par la nature. Et là, ça rejoint la question que vous me posiez, est-ce que c'est un mystique ? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, là où par exemple, pour Joyce c'était un peu l'appel au Père, lui, il démontre très bien comment il est pris par l'appel de la nature. La nature est l'appel de Dieu, mais le Dieu du cosmos, le Dieu de l'univers. Et c'est pour ça qu'il est allé voir son oncle, quand il avait 22 ans, puisque son oncle était un grand spécialiste d'astronomie qui passait son temps à observer le ciel. Il montait sur le toit du Borge de Goléa, c'est-à-dire une petite maison en fait de terre, parce que c'est là où l'oncle allait se reposer sur son lit de feuilles. Et là, il offrait son corps à la jouissance de son oncle. Là, il y a des descriptions assez torrides, mais simplement pour atteindre le contrat qu'il passait avec Dieu. Donc il utilise le corps de l'oncle pour avoir une rencontre avec l'univers du ciel et ne faire qu'un avec le ciel. Il se questionne sur l'origine. Sur l'origine, puisqu'il pense qu'à la nurserie où il est né, on s'est trompé. On a mis une médaille de garçon autour de son cou, alors qu'il aurait dû être une fille. Et dit, il y a eu une erreur. Mais ce signifiant erreur, je me suis aperçu dans son œuvre qu'il revenait à chaque fois sous le mode de l'erreur délicieuse. C'est-à-dire que quand il a la relation incestueuse avec son oncle, il dit, en fait, je suis son épouse, je suis une erreur délicieuse. Quand il a une relation avec l'apprenti sorcier, c'est-à-dire un curé, son livre L'apprenti sorcier, c'est aussi une relation qu'il a avec un prêtre, et là, effectivement, il dit aussi erreur délicieuse. Mais quand il va au mont Athos, là, il a des relations avec les moines. Il faut dire que les monts Athos, c'est un peu terrible parce qu'il n'y a pas de femme au mont Athos. Et donc là aussi, il a des relations qu'il décrit dans le mont Athos avec les moines, avec des vieux moines. Et là aussi, il dit très bien qu'il devient leur épouse, l'erreur délicieuse. Et à la fin de sa vie, Adam, le jour du solstice d'été, là, il a dans l'idée qu'il se fait féconder par Dieu, qui devient l'épouse de Dieu, parce que lui, il pouvait être tout, l'épouse. Et que là, à ce moment-là, surgit l'homme nouveau du plan divin, parce que son idée, c'était ça. Augiéras était aussi un peintre qui peignait très bien, et qui peignait un peu sur les... Il était allé chercher ça au mont Athos, il peignait la clarté de la lumière primordiale, c'est-à-dire qu'il cherchait la clarté de la lumière primordiale, celle qu'il avait en lui, celle qui ne peut être soumise, retrouvée qu'en faisant qu'un avec le Dieu de l'univers, pas le Dieu des chrétiens, vous savez, le Dieu qui fiche le bordel partout là, mais le vrai Dieu, celui qui vous apporte la clarté de la lumière primordiale. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il allait dans sa grotte, de temps en temps il sortait, il se mettait en position de lotus pour atteindre la clarté de la lumière primordiale et ne faire qu'un avec le Dieu de l'univers. Et c'est vrai que dans la grotte, il restait quelques clous témoignant des grandes peintures que faisait François Augiéras, puisqu'il avait dans l'idée de faire des grandes peintures qu'il appelait les nobles de la terre, qui devaient représenter tous ces hommes nouveaux qu'allait venir Adam. Je communique au lecteur tous les éléments psychanalytiques de mon thème, très volontairement, considérant à tort ou à raison que la psychanalyse est la psychologie du XXe siècle.
Donc il rendait beaucoup hommage à la psychanalyse, il passait beaucoup de temps à lire, c'était un grand autodidacte, et il avait dans l'idée qu'un jour, un psychanalyste s'intéresserait à son œuvre. Eh bien, ce psychanalyste, vous l'avez devant vous. Il est venu dans le local du CPCT. Si François Augiéras avait connu le CPCT, peut-être que dans ce moment d'errance, de vagabondage, lui qui quitta l'école à 13 ans, il serait venu consulter. Mais peut-être qu'il n'aurait pas produit et qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'au fond, lui, son idée, c'était d'être un artiste délinquant.